Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle session du Grand 8 sur TV8 Mont-Blanc. 1 heure de discussion sur un thème, il n'y en aura pas qu'un d'ailleurs, on va parler politique aujourd'hui puisque comme vous en avez l'habitude depuis le début de la nouvelle saison du Grand 8, chaque mois, avant la présidentielle et puis après évidemment avant les législatives, nous abordons les thématiques de politique avec des débats politiques et ce mois de décembre 2007 ne fait pas exception à la règle avec un débat ce soir qui promet d'être intéressant, passionné sans doute, avec des invités que je vous propose de découvrir tout de suite, à commencer par Bruno Gollnisch. Monsieur Gollnisch, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints, numéro 2 Merci du de votre Front invitation. National. L'appellation, ou en tout cas le sous-titre numéro 2 du Front National est toujours d'actualité. Je ne sais pas, il n'y a pas tellement de protocole chez nous, vous savez. En tout cas, délégué général du Front National. À côté de vous, Thierry Repentin. Monsieur Repentin, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints, sénateur du Parti Socialiste et pour le département de Savoie, jeune sénateur. On avait déjà eu l'occasion à l'époque effectivement de souligner cet aspect-là intéressant. À côté de vous également pour l'UDF, le secrétaire départemental Haute-Savoie de l'UDF, Thomas Bray. Monsieur Bray, bonsoir. Bonsoir. Merci également de nous avoir rejoints. Et puis pour terminer ce tour de table, pour l'UMP cette fois, Pierre Hérisson, sénateur également de Haute-Savoie. Monsieur Hérisson, bonsoir. Bonsoir à vous. C'est donc parti pour les discussions. On a un petit peu moins d'une heure ensemble avec des thématiques qui sont à tirer au sort. Elles sont ici devant moi. Chaque invité pourra donc à intervalles réguliers ou en tout cas à tour de rôle les tirer au sort, répondre à la question qu'il aura tirée au sort et puis cette question et la réponse peut-être aussi amènera forcément une discussion avec les autres invités. Bruno Gollnisch est juste à côté de moi. Je vous propose, s'il vous plaît, de tirer Je la suis première la main question. la plus innocente des malheurs du pays, c'est surtout ça. Alors vous pouvez nous la faire découvrir. Une question à votre adversaire ou vos adversaires sur ce plateau. Alors je vous laisse le choix. Une seule question, comment allez-vous prétendre demain faire ce que vous n'avez pas pu, su ou voulu faire dans les 30 ou 40 années qui ont précédé? Je parle de vous collectivement, bien sûr, je n'ai rien contre vos personnes, je parle de vos formations politiques qui se sont partagées le pouvoir et qui ont géré, il faut bien le dire, la décadence et le déclin de notre pays. Alors tout le monde est concerné par cette question. Qui veut commencer à y répondre? Pierre Hérisson, par exemple? Si vous voulez, je crois que le problème ne se pose pas en ces termes. La démocratie, dans une république comme la nôtre, impose des adaptations, des évolutions, la prise en compte de ce que souhaitent nos concitoyens, de ce que souhaitent les citoyens contribuables électeurs, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Et je crois que nous cheminons et nous adaptons notre système législatif et réglementaire, que nous prenons des options politiques, mais la modernité, la mondialisation qui est une réalité, la prise en compte du développement et de l'Union européenne nous amène à faire évoluer chaque jour qui passe les textes, les règlements, l'organisation territoriale, nos institutions. Je pense que nous parlerons de l'évolution de nos institutions. Tout cela parce que la France n'échappe pas aux règles de la mondialisation et que notre souci est une priorité, c'est de considérer qu'elle existe et d'essayer de l'humaniser parce que nous vivons dans une république et une démocratie. Thierry Repentin, peut-être la question aussi, une réponse. Avant le gouvernement de droite, il y avait évidemment un gouvernement de gauche. Et donc, pour le coup, vous êtes aussi concerné par cette interpellation, j'allais dire. Vous avez raison, et peut-être d'ailleurs au printemps prochain un nouveau gouvernement de gauche, pourquoi pas. C'est une technique assez éculée du Front National qui essaye de se présenter blanc comme neige, si je puis dire, dans nos départements de Savoie, en critiquant systématiquement ce qui a été fait par les uns ou par les autres. Moi, ce que je souhaite dire, c'est que l'addition de votes négatifs, ça ne fait pas un projet positif pour un pays. Et ça n'est pas, effectivement, en critiquant qu'on arrive à construire quelque chose qui soit crédible à l'égard de nos concitoyens. La France évolue dans un monde qui évolue. À nous, parlementaires, à nous, décideurs, de proposer à nos concitoyens, effectivement, des réponses qui s'adaptent au temps qui passe. C'est vrai qu'on a remarqué, Thomas Bray, que les gouvernements, les nations n'ont plus le seul libre arbitre, en quelque sorte, de leur devenir, de leur avenir, et qu'il y a des règles qui sont décidées ailleurs, des lois qui sont adoptées ailleurs, et que chacun doit, a priori, respecter et appliquer, ce qui complique passablement la tâche. Oui, si vous le permettez, je vais répondre quand même à la question que nous pose M. Gollnisch. C'était un petit peu ça l'esprit. Dans le prolongement.
je crois que les Françaises et les Français en ont marre de ce combat binaire entre droite et gauche. Je crois qu'il y a une vraie attente d'une nouvelle ère politique. Alors, vous allez me dire, le Front National est toujours là en arbitre, positionné pour critiquer, pour dénoncer. Très bien. Et puis, on a la droite et la gauche qui va se repasser le manche. Un coup à toi, un coup à moi. Je crois que vraiment, ce qu'on propose, nous, à l'UDF, avec François Bayrou, c'est de passer à une autre ère politique, c'est d'envisager de travailler sereinement dans un gouvernement d'ouverture et de concertation avec des hommes de droite comme des hommes de gauche, en bonne intelligence, mais qu'on arrête ce bipartisme qui, on le voit bien dans les suffrages maintenant, entraîne une lassitude, un rejet qui s'exprime très librement dans le vote du Front National, et à partir de là, on n'est pas constructif. J'imagine que Bruno Gollnisch, que ce bipartisme dont parle Thomas Bré, vous le dénoncez aussi, je pense. Oui, bien. mais je crois que le problème n'est pas tellement là où M. Bré dit qu'il est. Parce qu'il dit, on en a assez de voir cette espèce de zapping politique entre la droite parlementaire, dont quand même l'UDF fait partie, et la gauche. C'est vrai, mais c'est surtout vrai parce que les solutions ne sont pas sensiblement différentes, les solutions que ces deux ensembles apportent au problème du pays. Et quelle que soit la bonne volonté personnelle de mes interlocuteurs, je crois qu'à partir du moment où, par exemple, on place l'économie du pays en abaissant les droits de douane dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, en concurrence directe avec ces centaines de millions, ces milliards d'esclaves que sont, par exemple, aujourd'hui les Chinois ou les Indiens de l'Inde, qui se contentent, sans protection sociale, de salaires qui sont 30 ou 40 fois inférieurs aux nôtres. Eh bien, nécessairement, on va vers la désindustrialisation du pays, le chômage, les délocalisations, et c'est la raison pour laquelle il faut reconstituer une protection raisonnable de notre économie. Il faut récupérer notre souveraineté, notre indépendance politique, économique, financière, humaine, culturelle. Et ça, je crois que c'est... La planétisation est un fait, le fait que, avec Internet, avec le développement des communications, le monde se rétrécit. Mais nous ne sommes pas obligés d'en supporter toutes les conséquences. Le rôle du politique, selon nous, et je vous prie de croire que le Front National a un certain nombre de propositions qu'il fait, qu'il détaille, il a un programme, et un programme assez volumineux d'ailleurs. Les propositions que nous faisons visent précisément à laisser entrer ce qui est bon et à protéger nos concitoyens, et éventuellement les Européens aussi, des conséquences désastreuses de certains effets de cette mondialisation. Pierre Hérisson. Alors, deux réactions. Deux réactions. La première, sur le bipartisme et sur l'éternelle discussion sur la droite, la gauche, le centre et le Front National, qui est une réalité d'un parti politique dans notre pays. Je crois que il y a quand même, dans le fonctionnement d'une démocratie, et quand on regarde ce qui passe autour de nous sur la planète, non pas le bipartisme, mais il y a toujours deux partis qui sont très représentatifs d'une part importante de la population, et je crois que la bipolarisation de la vie politique entre la droite et la gauche est une réalité, et doit être une réalité, parce que la France, depuis 40 ans, elle entend ce discours, mais nous savons aussi que pour pouvoir gouverner au centre, parce que c'est un peu la tendance, il faut, parce que le corps électoral est ainsi fait, parce que notre République fonctionne de cette manière, il faut se faire élire à droite ou à gauche. Première observation. La deuxième observation, j'ai bien entendu ce que dit Monsieur Gollnisch sur les problèmes économiques, sur la mondialisation, sur un certain nombre de choses. Il ne faut pas oublier d'introduire un facteur qui a son importance, c'est celui qui consiste à prendre en considération le fait que nos entreprises françaises, et pour une part importante d'entre elles, et surtout pour celles qui se sont développées autour des nouvelles technologies et des technologies modernes, vendent la majeure partie de leur production hors du territoire national. Donc il nous faut trouver des équilibres. J'étais moi-même présent dans la délégation à Hong Kong au sommet de l'OMC. Je suis, inquiet de voir comment aujourd'hui se positionne notre pays de 62 millions d'habitants, 1,6% de la population de la planète, par rapport à une évolution où, par exemple,
la Chine voit dans son évolution de niveau de vie 20 millions de ses concitoyens atteindre notre niveau de vie chaque année. Il y a donc, dans ce que je dis, la nécessité de prendre en compte un certain nombre de réalités qu'il nous faut intégrer dans la problématique, et il suffit de regarder le programme législatif de l'UMP tel qu'il a été adopté par 98%, je vous le rappelle, des militants UMP de Haute-Savoie et par 88% des 300 000 militants de l'UMP, pour voir que il y a la prise en compte des problèmes qui sont posés ici. Mais le tout est de savoir s'il y a de bonnes questions, on est capable de trouver une majorité qui soit capable d'apporter les bonnes réponses. Encore un mot, Thomas Bré, vous m'avez fait signe, et après on change de question pour aller un petit peu au-delà, effectivement, de ces problèmes de mondialisation et de libéralisme en règle générale, puisque les deux sont quand même assez étroitement liés. Oui. Je dresse le constat simple, en fonction de ce que j'entends ce matin. On fait le constat de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Mais on n'est pas force de proposition, messieurs. J'ai pas entendu des propositions pour l'avenir. Si, j'ai parlé du programme législatif. Donc, oui, mais oui. Il faut dire ce qu'il y a dedans. Donc les propositions au niveau de l'UDF, ça va être quoi? Ça va être d'abord au niveau des 35 heures. On parle, vous savez, des 35 heures comme un bouc émissaire comme ça. Je crois que nous, on est pour le maintien des 35 heures. On veut simplement assouplir les heures supplémentaires pour que, de façon à ce que toutes ces personnes, les travailleurs pauvres, dont on parle souvent, malheureusement, puissent faire plus facilement des heures supplémentaires, que les employeurs puissent aussi leur proposer davantage d'heures supplémentaires, là où ils sont contraints aujourd'hui par les 35 heures. Vous voyez, je crois qu'il faut être constructif aujourd'hui en politique. Il ne faut pas se renvoyer des invectives, c'est ta faute, t'as pas fait le boulot, et ainsi de suite. Je crois vraiment qu'il faut passer à des propositions concrètes. Bien. Thierry Repentin, si vous voulez bien tirer au sort une autre question. Oui, je vais tirer et nous la faire au sort, découvrir à haute voix. En disant que je suis ravi que l'UDF finalement rejoint une grande avancée sociale qui a été portée en son temps par la gauche, qui a été l'instauration des 35 heures dans notre pays. Alors la baisse du chômage est-elle synonyme d'augmentation du sous-emploi? Alors c'est de la pauvreté, je crois. Non? Du sous-emploi. Bien. Oui, du sous-emploi. Alors c'est vrai que c'est une question importante parce qu'on a parlé ces dernières semaines d'une baisse du chômage en France. Les chiffres apparemment parlent d'eux-mêmes. Et puis parallèlement, d'où cette question finalement, on parle également, peut-être d'une manière moins évidente, d'une hausse, d'une augmentation de la pauvreté en France. Donc est-ce qu'il y a un lien de cause à effet en quelque sorte? Il y a en tout cas quelque chose qui est incontestable, c'est que depuis quelques années, nous sommes de plus en plus en France dans une société de smicards. Les chiffres ont été publiés il y a quelques jours et la part de nos concitoyens qui ont une activité salariée et qui sont rémunérés au salaire minimum qui a été instauré dans notre pays, effectivement, montre que quelque part, il y a une précarisation de la société. Et parallèlement, nous n'avons pas mis en place de système qui vient en quelque sorte accompagner ces salariés qui ont de plus de mal à faire face aux fins de mois. C'est le problème de la vie chère. Et puisque nous sommes... Que l'avènement de l'euro n'a pas arrangé. Oui, bien sûr. Auquel vous avez quand même... Que l'avènement de l'euro a sans doute, effectivement... altérer le pouvoir d'achat de nos concitoyens. On est quelques jours après des annonces du gouvernement par rapport justement à ces publics les plus démunis. Alors moi je vais vous prendre deux exemples très concrets. Le Premier ministre annonce que pour justement ces familles qui sont payées au SMIC, on va les aider à payer plus facilement leur loyer. Parce que la charge aujourd'hui des smicards la plus importante va vers le loyer. On est passé en 4 ans de 20% consacrés de ses revenus à 24% pour payer les loyers. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas eu de revalorisation des aides à la personne. Donc pendant 4 ans, il n'y a pas de revalorisation des aides de l'État à l'égard de 6 millions de ménages dans notre pays. Et à la veille de Noël, et peut-être aussi à la veille d'une grande échéance nationale, on dessert un petit peu le goulot d'étranglement dans lequel on a mis nos concitoyens pour tenter de faire croire qu'il y a un accompagnement de ces familles. Donc pendant 4 ans, on serre la vis et on dessert juste avant, effectivement, les grandes échéances. Donc je crois que notre pays, en fait, vis-à-vis de ces familles, puisque c'est ça, qui sont à la limite de la pauvreté, n'a pas été aussi attentif
qu'il l'a été à l'égard d'autres classes sociales. La diminution des impôts sur le revenu, notamment pour nos concitoyens qui vivent le plus confortable, s'est traduit par une diminution des budgets à destination de l'accompagnement de beaucoup de nos concitoyens. Mais je crois, excusez-moi, mais je crois vraiment, ces questions sont des questions relativement mineures. C'est vrai, le programme du Premier ministre, ça n'est pas grand-chose, mais les 35 heures, dans le contexte mondial où votre politique et celle de la droite parlementaire nous ont placés, c'est aussi une discussion parfaitement théorique. On peut toujours discuter sur le montant du SMIC, on peut toujours discuter sur les horaires de travail. Quand vous avez... les Français travaillent 35 heures, les Chinois dorment 35 heures par semaine. Voilà. Alors, si vous avez une concurrence... Vous voulez nous dire que vous allez vous installer en Chine ? Non, justement pas. Justement pas, c'est votre politique, sincèrement, qui a créé cela. Il faut, puisque Monsieur Bray nous demandait des propositions, il faut rétablir des protections douanières raisonnables. La France ne perçoit plus un centime de droits de douane. Elle a abdiqué tout cela à l'Union européenne. L'Union européenne, qui était au départ, c'est vrai, un vaste marché, sans frontières, mais sans frontières à l'intérieur de l'Europe, mais qui doit être raisonnablement protégé, de façon à pouvoir payer nos agriculteurs au-dessus des cours mondiaux, de façon à pouvoir payer nos ouvriers à un tarif décent. Eh bien, il faut rétablir ces frontières, encore une fois, des frontières qui ne sont pas complètement étanches, mais qui ont un degré raisonnable de perméabilité. La question du logement, ce ne sont pas les mesures dans un sens ou dans l'autre telles que vous les préconisez. Pourquoi est-ce qu'il y a cette crise du logement à laquelle quand même la gestion de la gauche a largement participé ? Parce qu'on ne construit plus en France assez de logements. Alors il faut desserrer les réglementations, il faut aider les jeunes ménages, il faut avoir des prêts bonifiés. Et nous allons présenter, par exemple ici, en Savoie, aux élections, un homme, Jacques Vassieux, qui a construit des dizaines, des centaines de logements. Mais on ne peut plus construire de logements puisqu'on organise artificiellement la raréfaction des terrains. Vous parlez des législatives, là ? Oui. Je crois, voilà des mesures concrètes. Il faut libérer les énergies en France. Il faut faire l'inverse de ce que l'on a fait jusqu'à présent. Pour le moment, nous avons une économie qui est paralysée par la bureaucratie, par la fiscalité, et qui est ouverte à la concurrence avec des pays qui n'ont pas ces problèmes. Il faut libérer les énergies en France, diminuer la bureaucratie, diminuer la fiscalité, et en revanche, nous protéger raisonnablement par des frontières qui permettent de percevoir des droits de douane compensateurs. C'est vrai que par rapport à la fiscalisation, aux charges notamment, c'est vrai qu'à chaque élection, on parle de ces charges qui pénalisent manifestement l'économie du pays, les entreprises et par là même les salariés. Puis finalement, au moment où ceux qui en ont le plus parlé peuvent prendre la décision, ils ne la prennent pas. Pierre Hérisson. Moi, je crois qu'il faut que nous fassions attention de ne pas tomber à avoir un débat entre nous sur des problèmes qui sortent des grandes orientations. Nous sommes à quelques mois d'une échéance essentielle dans notre pays, qui est l'échéance présidentielle. La rencontre d'hommes ou de femmes, de candidats avec le peuple, puisque le président de la République est élu au suffrage universel dans notre pays. Mais il y a un lien indéfectible avec le programme législatif, parce qu'à quoi ça sert d'être élu président de la République si la majorité du Parlement, avec un vrai programme législatif d'avenir, ne donne pas au président de la République une majorité qui lui permet de nommer un Premier ministre et de constituer un gouvernement qui puisse mettre en œuvre à la fois la politique et les grandes orientations qui ont été prises au moment de la campagne présidentielle. Et je crois qu'il faut vraiment que nous restions à ce niveau-là. On peut toujours avoir des échanges de divergence sur la loi sur les 35 heures. Le problème, c'est pas la loi sur les 35 heures, c'est quel pouvoir d'achat pour les gens qui sont aujourd'hui dans la vie active, comment faire pour qu'ils soient moins taxés, que les prélèvements obligatoires soient moins conséquents, que l'accès ou l'accessibilité au logement soit compatible avec leurs revenus à un moment où, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire, l'euro est une monnaie unique intéressante, mais c'est bien pour nos enfants, mais c'est nous qui en payons le prix et nous le payons très cher. Aujourd'hui, dans la tête des gens, la pièce de 1 euro
c'est la pièce de 5 francs d'avant. Oui. Le billet de 10 euros, c'était le billet de 50 francs. Donc vous voyez, ça représente 15% de décalage et nous n'avons pas pris suffisamment de précautions. Et les choses commencent à revenir. Prenons l'exemple de l'automobile. L'automobile, elle était à 10 000 euros et puis on voit petit à petit revenir par une concurrence, par un certain nombre de dispositions, de possibilités d'accéder à la propriété d'une automobile à 8 500 euros. On voit un certain nombre de dispositions. Nous n'avons jamais autant construit dans notre pays depuis que nous sommes revenus au pouvoir en 2002. En nombre de logements sociaux, en nombre d'accessions à la propriété. Et je crois que le programme de Jean-Louis Borloo est un programme exceptionnel qui permettra de faire un bilan en fin de mandature, en fin de législature, on a construit deux fois plus que sous la gauche. C'est étonnant. Et je crois qu'il y a quand même quelque chose d'important. Et puis peut-être à l'adresse de Monsieur Repentin, c'est que quand on parle du SMIC, accepter que l'on ait supprimé cette usine à gaz qui représentait les 20 et quelques références de SMIC socialistes, et surtout que l'on ait augmenté de niveau significatif le salaire minimum dans notre pays, qui fait qu'il y a plus de SMICards aujourd'hui, mais il y a 15% de plus que lorsque c'était le SMIC socialiste. Parce que vous avez dit juste avant a fait un petit peu sourire M. Gollnisch et M. Repentin d'ailleurs. Tout particulièrement sur le satisfecit adressé à M. Borloo par Pierre Hérisson sur la politique du logement. C'est une vérité statistique. Eh bien, il faut l'expliquer encore un peu mieux à nos concitoyens, puisque un sondage paru hier montre que 84% de nos concitoyens sont insatisfaits de la politique gouvernementale en matière de logement. 84%. Parce qu'ils ne sont pas dupes, que ce soit à Chambéry, à Annecy, dans nos agglomérations. Qu'est-ce qui se passe ? On construit des logements aidés fiscalement, sous le vocable d'Eurobien, des logements à 1 800 € de loyer pour un 100 mètres carrés. Qui peut se les payer aujourd'hui ? Alors qu'un logement social dans notre pays pour 100 mètres carrés, c'est 650 €. 650 € de loyer mensuel. Et aujourd'hui, peut-être l'ignorez-vous, Monsieur Hérisson, mais dans notre budget, on dépense 40 000 € sur le budget de l'État pour aider les investisseurs pour faire du rebien et 20 000 € au plus pour faire un logement social. Donc on dépense deux fois plus pour faire des logements à 1 800 €, à 1 800 € de loyer par mois. On en dépense 2 fois plus que pour faire du logement social. Alors quand on dit il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche, vous voyez qu'il y a des choix et il y a des moyens budgétaires en face qui peuvent être choisis par les uns et par les autres. C'est évident que j'espère, avec la victoire de Ségolène Royal, nous reviendrons en matière de logement vers des productions qui soient plus conformes au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Monsieur Bré, après je repasserai la parole à Monsieur Gollnisch et puis on retirera une autre question, une autre thématique de discussion. Très bien. Moi, je vais me permettre de répondre à la question. Je suis encore un peu jeune en politique. Vous savez, il y a une nouvelle génération qui arrive, notamment à travers l'UDF. On a l'habitude de répondre aux questions qu'on nous pose. La baisse du chômage est-elle synonyme d'augmentation du sous-emploi ? Voilà. Donc c'est vrai qu'on nous a annoncé la semaine dernière que le chômage était en baisse dans notre pays. Je crois qu'il faut arrêter la mascarade aussi à ce niveau-là. Il y a un moment, il faut arrêter de masquer les vrais chiffres. On les rencontre à Chambéry comme à Annecy, ces personnes qui ne sont plus dénombrées nulle part, qui sont plus, qui ne peuvent plus aller soit à la NPE ou qui sont rejetées entre la NPE et les ACDIC. Pourquoi ? Parce qu'on a fait le gommage un peu dans les chiffres. Pour revenir sur le sous-emploi, il ne faut pas oublier non plus le 1 300 000 personnes dans notre pays, Français, qui touchent le RMI aujourd'hui. Et ces personnes, il faut à un moment les aider vraiment à trouver une activité. Et c'est ce qu'on propose à l'UDF avec François Bayrou, c'est de créer une activité universelle. Alors oui, c'est nouveau, on n'est pas habitué en France à des emplois de service, de vrais emplois de service. C'est-à-dire qu'au lieu de toucher l'indemnité point pour les RMI, par exemple, eh bien que ces personnes, on les oriente vers des activités de service, vers les personnes âgées, gardiens de parking, des choses qui existent dans les autres nations européennes. Mais non, nous en France, on a une inculture à ce niveau-là, au niveau de ce type d'emploi, parce qu'on estime que c'est dévalorisant. Je crois qu'il faut arriver à faire des révolutions mentales par rapport à l'avenir et se projeter vers ce type d'activité. M. Gollnisch. Oui, mais là encore, on a l'impression, à écouter mes contradicteurs, que leurs formations politiques n'ont jamais été au pouvoir, qu'ils arrivent et qu'ils n'ont aucun bilan. Ils sont alternés au pouvoir depuis 40 ans.
Et les loyers n'ont pas baissé sous le gouvernement socialiste, pas plus que sous l'UMP. Par conséquent, quand même, ils doivent répondre de leur bilan avant de promettre que demain, on rasera gratis. Or, quand même, le chômage, qui a la responsabilité du fait que notre système éducatif est complètement inadapté, que des milliers de jeunes peuvent s'engager dans des filières dont tout le monde sait très bien qu'elles ne débouchent sur aucun emploi. Ça a quand même été la responsabilité collective des ministres de l'Éducation qui se sont succédés. Qui a la responsabilité de l'ouverture des frontières, encore une fois, avec le résultat qu'il n'y a plus en France d'industrie textile, d'industrie de la machine-outil, que nous ne fabriquons plus un seul appareil photo, un seul poste de télévision, un seul micro-ordinateur. Ça, ce sont quand même des réalités dont les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir sont collectivement responsables. S'ils ne savent pas, c'est pas leur faute, mais à ce moment-là, il faut qu'ils laissent la place à d'autres. Et il faut notamment que dans le système politique soient représentées des formations comme celle que je représente. Monsieur Hérisson, par exemple, disait très justement qu'il y avait un excès de charges. Mais nous avons été collègues au Conseil régional. En 1994, Charles Millon a augmenté la fiscalité de 60%. En une seule année. Je pense que vous étiez encore au Conseil régional. Vous avez voté ce budget contre lequel seul le Front National s'est battu. Depuis que je suis au Conseil régional de Rhône-Alpes, les dépenses ont été multipliées par 8 en francs constants. Bon, est-ce que les prestations pour les contribuables et pour les usagers ont augmenté d'autant? Certainement pas. Voilà ce que je crois. Deux mots sur la baisse du chômage. Il faudrait presque passer un coup de fil à Jean-Jacques Je pense Tirane, quand même que nous avons en face de nous, pour l'essentiel, des auditeurs de notre région. Je voudrais rappeler que les emplois de service, la problématique en Haute-Savoie, elle n'est pas du tout de l'explication qui vient d'être donnée par M. Aubray. Ici, en Haute-Savoie, 2500 emplois de service ne sont pas couverts. Il suffit de faire les assemblées générales des différentes organisations professionnelles pour savoir que l'hôtellerie et la restauration est à taux de chômage zéro, que ceux qui nous entendent là, qui sont chefs d'entreprise, de service, dans tous les métiers de service. La particularité de notre département, je le dis, c'est qu'il y a déficit de main-d'œuvre et que les gens cherchent désespérément à recruter du personnel qu'ils ne trouvent plus. On a une forme de déséquilibre là qui est intéressante et qui correspond d'ailleurs à ce qu'a dit M. Gollnisch, c'est qu'on continue à envoyer des jeunes dans les orientations en direction de filières où aujourd'hui il n'y a pas de débouché. Donc je crois qu'il faut que nous trouvions le moyen de donner des incitations nouvelles par l'amélioration de la rémunération en direction des métiers de service. Et de ne pas créer des métiers de service publics qui créent des emplois qui de toute façon seront financés par de l'argent public, avec de l'argent public et au bout du compte c'est le contribuable qui paye. Très bien, je vous propose messieurs de faire une courte pause dans le déroulement de ce débat, de cette émission, et on repartira sur d'autres thématiques, pourquoi pas celle-là, à la limite c'est vous qui décidez quelque part, en tout cas il y a des questions à tirer au sort. On se retrouve juste après cette pause. À tout à l'heure pour la suite du Grand 8. Et nous voilà de retour sur le plateau du Grand 8 pour cette émission spéciale politique, spéciale débat politique, avec nos invités que je vous représente. Bruno Gollnisch, numéro 2 du Front National, merci d'être resté avec nous. Thierry Repentin, sénateur du Parti Socialiste pour le département de Savoie, merci également. Thomas Bray aussi parmi nous, secrétaire départemental Haute-Savoie de l'UDF. Et puis à vos côtés, Thomas Bray pour l'UMP, Pierre Hérisson, sénateur de Haute-Savoie, sénateur-maire de Sévrier en l'occurrence. Merci d'être là. On a abordé différentes thématiques dans la première partie. On va enchaîner sur une autre question que nous tirerons au sort, que vous tirez au sort. Thomas Bray, je vous propose de faire le bon choix. Je ne sais pas on va s'appliquer à faire le bon choix. En tous les cas, on invite les Françaises et les Français à faire le bon choix en avril l'an prochain. C'est clair. On vous écoute. Le prochain gouvernement doit-il conserver les 35 heures ? Bon, voilà, on y est. On a un peu abordé cette thématique. On a abordé cette thématique déjà. On passe une question suivante. Allez-y. Parce que sinon, ça va être redondant dans l'émission. Donc tout le monde est d'accord finalement pour les garder. C'est pas ce que j'ai compris tout à l'heure. Pas moi. Nous sommes d'accord.
Pas moi. On le dit Non, franchement. il est absurde En d'empêcher adoptant. les gens de travailler pour Voilà. s'enrichir s'ils veulent travailler au-delà. Mais Ouais. fixer la durée légale à 35 heures n'empêche pas les gens de Absolument, travailler plus absolument. s'ils le désirent, D'accord. M. Gollnisch. Oui, mais avec Il faut des que vous comptes- regardiez les textes législatifs. Avec problème, des c'est contraintes l'interdiction en matière au-delà qui est d'heures gênant. supplémentaires Mais les qui font- contraintes qui font sont telles qui que font c'est ça extrêmement n'avance pas. difficile. C'est l'interdiction socialiste d'aller au-delà qui pose problème, c'est tout. Allez-y, Monsieur Bray. Attention à la question, messieurs les parlementaires. Quel est le prix de la baguette de pain? Je commence à répondre. Allez-y. Permettez. Question subsidiaire. 0,80 centimes. C'était ce prix Et ce un- matin. et 1,10 € pour la flûte. Voilà. Bon, très bien. Ça veut dire que vous connaissez un petit peu la vie au quotidien. C'est important de poser ce genre de questions, de voir si nos parlementaires, Il y a nos 40 sénateurs, sortes de députés pain. ne sont pas trop en marge finalement du quotidien, de ce que l'on vit tous les jours. Bon, on va quand même tirer une autre question, Thomas Ah, mais Bray, j'ai- parce que j'ai la celle-ci chance, ne moi, vous a je- pas permis de vous exprimer C'est la suffisamment. tombola aujourd'hui. Finir Ah là. ouais. Allez, on vous écoute. Quelle sera la prochaine thématique de discussion? Quel est le programme de votre parti en faveur de l'environnement? Voilà, alors ça c'est important l'environnement. On a remarqué, bon c'est vrai qu'on n'est pas encore vraiment au cœur de la campagne, mais si on écoute les élus, quels qu'ils soient, de droite, de gauche et autres, ces thématiques de l'environnement qui pourtant semblent, c'est ce qu'on nous annonce, d'une urgence extrême. Il faut aujourd'hui faire quelque chose pour éviter la catastrophe. Eh bien, on s'aperçoit que finalement, les hommes politiques, les femmes politiques n'en parlent pas véritablement. On parle de la même chose. Alors du chômage, c'est important, on est bien d'accord. Mais l'environnement, la protection de l'environnement, l'avenir de l'humanité, l'avenir de la planète, c'est encore une thématique en marge des programmes de campagne. Est-ce que c'est le cas également pour l'UDF ? Non, pas du tout. Nous, ça va être un axe fort de la campagne qu'on va proposer, toute cette notion de développement durable qui rentre dans les esprits de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Donc, à partir de là, c'est pas le tout de dire on est pour le développement durable. Il faudra mettre en application des politiques concrètes. Alors, des exemples. Une taxation sur les énergies fossiles, tout ce qui est énergie à base de pétrole. Qu'on taxe les énergies fossiles. Attention, ça ne veut pas dire augmenter la TIPP, ça veut dire prendre une part de la TIPP pour la consacrer à une vraie politique en faveur des énergies renouvelables. C'est toute la nuance, parce que c'est pas le tout de faire encore une fois des grands-messes sur les énergies renouvelables. Il y a un moment, il faut axer notre pays dans ces politiques. Énergie renouvelable, c'est la biomasse, c'est l'éolien. Vous voyez, des initiatives. Le solaire, bien sûr, mais il faut arrêter de faire du look là-dessus. Il faut du look. Il faut arrêter de faire de la com. Il faut s'engager concrètement en faveur de l'environnement. Pour aller plus loin, vous savez qu'en ce moment, Nicolas Hulot prône son pacte en faveur de l'écologie. François Bayrou fait partie des hommes politiques qui sont engagés derrière Nicolas Hulot dans cette initiative. Attention, je crois que Nicolas Hulot n'a pas sa place dans le débat présidentiel. En clair, j'espère pour lui qu'il ne sera pas candidat, parce que encore, le rendez-vous d'avril l'an prochain, c'est un rendez-vous entre un futur homme d'État et les Françaises et les Français. Je ne pense pas que Nicolas Hulot ait la dimension d'un homme d'État. Par contre, il est porte-parole d'une vraie attente auprès de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Et je crois qu'il faut s'inspirer de ça pour s'engager vers des actions concrètes. Une action, encore une fois, que propose l'UDF, c'est de nommer parmi les 20 ministres que l'UDF souhaitera mettre en place dans ce gouvernement, et non plus 42. Aujourd'hui, on ne les connaît même pas, les 42 ministres. Donc, mais parmi les 20 ministres qu'on proposera, qu'il y en ait un qui soit un ministre chargé du long terme. Ce sera quoi son boulot? Ministre du long terme? Tout à fait, ministre du long terme, qui sera chargé de veiller à des applications concrètes en matière de développement durable, d'agenda 21, en matière de préservation de l'environnement, par rapport à la politique qui sera menée au niveau de la France. J'ai pas vu, M. Gollnisch, dans les différentes propositions du FN, j'ai peut-être mal lu, de propositions liées à la protection de l'environnement. Regardez sur notre site, il y a une plaquette qui est spécialement consacrée à cette question. L'environnement est une chose trop sérieuse pour être laissée aux écologistes, qui sont des militants politiques d'extrême gauche, reconvertis dans cette famille de pensée. Je crois qu'il faut d'abord arrêter le développement
qui est un véritable cancer de mégavilles, mégapoles comme la région parisienne aujourd'hui, qui est devenue absolument invivable. Arrêtez la désertification de la France. Vous avez tout le centre de la France qui se vide, et pas seulement le centre. J'étais l'autre jour en Haute-Marne, qui est un département que je connaissais dans mon enfance. Les villages sont absolument vides. À l'heure du télétravail, d'Internet, il n'y a aucune raison pour qu'on n'adopte pas une autre politique d'urbanisme. Je ne suis pas certain, je ne suis pas sûr que ce soit l'effet de serre qui produise le réchauffement du climat. Ce n'est pas, en tout cas, prouvé. Il y a peut-être d'autres causes. Mais en tout état de cause, je pense qu'une bonne chose est le développement des biocarburants, contre lequel sont aujourd'hui les Verts, alliés des socialistes dans les majorités régionales, et alliés également des communistes. Les Verts se sont opposés à l'industrie nucléaire, qui pourtant ne pollue pas. Ne pollue pas en ce sens qu'elle ne rejette pas de gaz carbonique dans l'atmosphère. Bon, ils sont opposés aux biocarburants. Nous sommes pour. Et puis je crois surtout qu'il faut, dans les villes, faire exactement l'inverse de ce qu'ont fait les socialistes. Delanoë à Paris, Gérard Collomb à Lyon, mais aussi d'une certaine mesure, parce que c'est à peu près la même politique, je m'en suis rendu compte la semaine dernière, Gaudin à Marseille, ont transformé ces villes en un enfer, sous prétexte de forcer les gens à emprunter les transports en commun. On a réduit les espaces de circulation des voitures. L'automobiliste est aujourd'hui considéré pratiquement comme un criminel. Et on lui pourrit la vie de façon méthodique. Traverser Paris, aujourd'hui, c'est 2 heures de temps. Et ceci sous le prétexte d'orienter les gens vers des transports en commun, soi-disant moins polluants. En réalité, ce qui se passe, avec ces encombrements, avec ces embouteillages, 82 millions d'heures de travail perdues chaque année, rien qu'à Paris. Eh bien, c'est que la pollution augmente parce que les voitures restent plus longtemps dans les embouteillages. Je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. Je pense que si l'État continue d'accepter qu'on vende des voitures dont les ventes sont en baisse, et avec toutes les persécutions de diverses natures contre l'automobile, il ne faut pas s'en étonner. Eh bien, si on continue de vendre des voitures, et je souhaite qu'on continue à en vendre, il faut faciliter la circulation au lieu de la leur rendre impossible. Monsieur Hérisson, c'est vrai que, après je donnerai le mot à Thierry Repentin, c'est vrai que par rapport au gouvernement actuellement en place, les décisions véritablement favorisant le développement des énergies renouvelables, des énergies propres, on a la sensation qu'elles sont timides. Bon, quelques éoliennes par-ci, par-là, un petit peu de solaire là, mais pas vraiment de grosses politiques qui permettent de lutter contre les désastres qu'on nous annonce dans les années qui viennent. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai eu l'occasion, comme probablement beaucoup d'entre vous, d'assister à la présentation du film de Al Gore, qui est un film qui est quand même à forte connotation électorale. Oui, en tout cas, c'était le but. C'est un homme politique. Et qui a plus ou moins quand même sensibilisé ou inquiété les Français. Parallèlement à ça, il y a un certain nombre de réalités qui à répétition. C'est-à-dire que le réchauffement de la planète, ce sont des cycles où aujourd'hui certains experts pensent qu'il y a accélération de ce cycle par la pollution humaine ou par la pollution industrielle, en tout cas tout ce qui touche au phénomène d'évolution de notre société. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, c'est pas un scoop, mais que j'ai été nommé hier au Conseil national du développement durable pour une durée de 3 ans et pour représenter les élus de la montagne, puisque je suis membre de cette association, qui est présidée par Martial Sadjié, et que j'essayerai d'apporter ma contribution, comme je le fais depuis de nombreuses années, à travers les responsabilités qui sont les miennes dans ce domaine. UMP, véritablement. Alors, les propositions UMP, tout d'abord, le développement durable, actuellement, c'est un peu la tarte à la crème. Hein. Oui. Ce qu'il faut regarder, c'est quelles sont les actions possibles et transversales, et que personne ne prenne en otage les problématiques d'environnement, parce que nos concitoyens ne voient pas forcément la différence et ont plutôt tendance à aller vers des choses qui font un peu rêver, mais qui ne sont pas forcément de nature à régler les problèmes. Nous sommes dans la civilisation automobile. D'accord. Ouais. Toutes les enquêtes parisiennes et des grandes agglomérations démontrent
que malgré les embouteillages, malgré les complications de circulation, les gens continuent à souhaiter à se déplacer avec leur automobile plutôt que les transports en commun, parce que la voiture, c'est le prolongement de la propriété privée, alors que les transports en commun, c'est le groupe comme ça. Donc, ce que je crois, c'est que dans le programme législatif, et j'y reviens toujours, parce que le programme présidentiel, c'est une grande orientation, mais sans problème législatif, sans nouvelles dispositions. Je vous rappelle que l'Assemblée nationale a voté avant-hier la loi sur l'eau, et que le texte de la loi sur l'eau est un texte non seulement évolutif, mais que la gauche sous l'ancienne législature n'a pas réussi à voter pour une raison simple, c'est que la gauche était plurielle et que les Verts ont été en quelque sorte des intégristes qui n'ont pas permis à la majorité de la gauche plurielle d'avoir un texte évolutif depuis 1960 sur l'eau. Nous l'avons fait, il va entrer en application et c'est un bon texte de protection de la ressource en eau. Voilà un exemple concret. Ça coûte très cher. Ça va coûter très cher, mais la protection, mais M. Gollnisch, la protection de la ressource en eau potable. L'eau, c'est la vie, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est comme ça. H2O, c'est quand même fondamental dans notre système. Donc la protection de la ressource en eau est quelque chose de très important. Sur la protection de l'air, je pense que nous avons fait des choses qui sont très intéressantes et qui sont de nature, entre autres, à diminuer la pollution dans les zones urbaines. Par contre, il y a une inquiétude, et je termine là-dessus, c'est que les statistiques qui ont été données, que dans l'avenir, la moitié de la population de la planète va habiter dans les villes. Ça répond à l'inquiétude qui a été manifestée tout à l'heure par M. Gollnisch, et que si nous n'arrivons pas à une meilleure répartition sur le territoire, et de grâce, arrêtons d'utiliser la protection de la nature comme un empêchement à ceux qui veulent se loger, qu'ils puissent se loger correctement. Monsieur Repentin, manifestement pas de révolution dans ce domaine-là, pas de loi choc qui permettent d'inverser la tendance aujourd'hui. Écoutez, en tout cas, visiblement, si on écoute Pierre Hérisson, il n'y a plus rien à faire puisque tout a été fait. C'est le premier constat. Deuxième constat, c'est un petit regret. Je le dis à l'égard de Pierre Hérisson avec courtoisie, mais également à l'égard de M. Gollnisch. Les Verts ne sont pas là, ça ne sert à rien de leur tirer dessus. Ils font partie de la vie politique française. Et s'ils avaient été ici, ils auraient pu se défendre sur un certain nombre de contre-vérités qui ont été dites. Alors, vous me dites, finalement, développement durable et Parti socialiste. Bon, concrètement, est-ce qu'il y a une loi, un programme? Il y a déjà. Je ne vais pas obliger les gens en 2010, par exemple, à se chauffer au solaire, à des voitures électriques. Il y a 2015, déjà. Je ne sais pas. Alors, laissez-moi un peu le temps d'y répondre très précisément. Madame Royal, puisque vous la citez, a indiqué dans la semaine, en rencontrant M. Nicolas Hulot, qu'elle trouvait son programme un peu tiède, qui manquait un petit peu de contenu. Elle a dit, par exemple, nous prenons l'engagement que nous ne signerons plus de permis de construire dans notre pays, ça sera fixé par une loi, si les constructions ne respectent pas un certain nombre de normes en matière de protection de l'environnement. Tout ça pour l'indiquer à l'égard des constructeurs futurs, pour intégrer ces normes, mais également à destination de l'industrie. Deuxième chose, c'est ce qui va améliorer la situation du logement. Absolument. C'est difficile, vous en conviendrez, de s'exprimer quand vous n'êtes pas respecté dans votre parole. Moi, je me suis tu quand les contradicteurs ont parlé. C'est de ma faute. Donc, deuxième chose, c'est vrai, Monsieur Hérisson, 80% de la population, d'ores et déjà en France, est urbaine, soit parce qu'elle y vit, soit parce qu'elle y travaille. Donc il y a une vraie priorité sur le monde urbain à l'égard du développement durable. Il faut aller au-delà en matière de transport collectif. Il faut favoriser, effectivement, les transports collectifs. Les collectivités locales et l'État doivent initier et soutenir les collectivités qui le font, car nous reviendrons aussi sur une disposition qui a été prise sous le gouvernement de M. Raffarin, qui est de supprimer les aides de l'État pour développer les transports en commun. Tramway, bus. Aujourd'hui, seules les collectivités sont toutes seules, ce qui n'était pas le cas il y a à peine 3 ans. Bon, ça, je continue sur des mesures précises, c'est ce que vous m'avez demandé. Il faudra revenir sur le principe du pollueur-payeur. Je le regrette, la loi sur l'eau a fait l'impasse sur ce sujet. Il faudra donc faire comprendre à ceux qui, dans leur activité du quotidien, polluent et quelque part mettent en cause l'intégrité de notre planète, il faudra qu'ils contribuent. Et puis, il faut favoriser tout ce qui protège la planète sur ses ressources. Par exemple, les chauffages urbains. Aujourd'hui, si vous les raccordez aux usines d'incinération, elles produisent de la chaleur. Absolument. De la chaleur que l'on peut vendre à travers des réseaux urbains.
sauf qu'aujourd'hui, le système fiscal tel qu'il est mis en place n'incite pas forcément celui qui est maître de l'usine d'incinération ou de l'usine de chauffage urbain à utiliser ce type de carburant plutôt que du pétrole. Donc, vous voyez, ce sont des choses très, très concrètes et il faut que l'État et les collectivités locales soient beaucoup plus en pointe sur ce sujet. Et quand on dit, effectivement, pas de signature des permis de construire sans s'assurer que la planète est sauvegardée, c'est une mesure concrète car, j'en finis par là, avec la voiture, c'est l'habitat qui est le plus responsable des rejets de CO2 dans l'atmosphère. Encore un mot, M. Bray, sur cette thématique, à moins que M. Golnisch ensuite veuille aussi réagir, et puis on passera peut-être à la dernière question de ce rendez-vous. Deux constats, si vous voulez. Deux constats, oui. Je remarque qu'à chaque fois qu'on parle de protection de l'environnement, M. Hérisson nous dit que c'est une loi électorale. Non, c'est une prise de conscience dans notre pays aujourd'hui qu'il faut engager des actions. Du film d'Al Gore. Si, vous nous dites Al Gore, c'est électoral. Absolument, vous nous avez dit protection de la loi électorale sur Annecy. C'est électoral. Non, je crois qu'il faut aller au-delà de simplement des perspectives électorales. Et je crois qu'il faut prendre conscience des attentes de nos concitoyens que des initiatives doivent être prises à ce niveau-là. Deuxième constat, M. Hérisson nous parle toujours du programme législatif. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais entendu parler. Déjà, peut-être que le candidat de l'UMP n'est pas bien défini aujourd'hui dans le paysage. Nous, on sait qui sont nos porte-paroles dans cette élection présidentielle. Et puis ensuite, le programme législatif, je suis désolé, il y a d'abord un premier rendez-vous qui est l'élection présidentielle. Je n'ai pas encore entendu les propositions de M. Sarkozy, pour ne prendre que lui à l'UMP, dans ce domaine-là. On va quand même éviter, si vous voulez bien, mais on en reparlera, pourquoi pas, d'avoir un débat centre-droite. Ouais. Sinon, après, les autres invités vont se sentir lésés. Et centre ? Oui, c'est ce que je disais. Merci. Ouais. Juste avant de passer à la question, M. Golnisch. Non, juste un mot. Je crois que c'est, en ce qui concerne les problèmes de l'environnement climatique, c'est évidemment pas un problème spécifiquement français. Et nous qui sommes nationaux, qui croyons au cadre national, nous en sommes très conscients. Je crois qu'il faut aider les pays en voie de développement dans des programmes de reboisement. Parce que c'est le déboisement à la surface de la planète qui est certainement à l'origine d'un certain nombre de déséquilibres. Sans doute. La France... L'Europe a tiré l'oreille récemment de la France, justement, dans ce domaine-là, pas du déboisement, mais de la protection de l'environnement. Monsieur Hérisson. Je peux dire un mot. Oui, un mot. Comme je suis parlementaire depuis quelques années. Oui, c'est vrai. Et que pour moi, le Parlement, c'est très important dans une démocratie. Surtout quand on doit porter et défendre les convictions des électeurs qui nous ont fait confiance, je crois qu'il y a un vrai sujet. J'étais présent à Rio, au sommet de la Terre, en 1992. D'ailleurs, Madame Royal était ministre de l'Environnement et elle n'a pas pu terminer le congrès avec nous puisqu'elle rentrait pour une urgence, c'était l'accouchement de son 4e enfant. Alors, simplement pour vous dire que nous avons été presque la larme à l'œil à écouter à l'époque le ministre de l'Environnement de l'Inde qui nous a dit on comprend tous vos problèmes de pollution industrielle, de circulation automobile, de tout ce que vous voulez. Chez nous, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on fait de la déforestation pour gagner des surfaces cultivables, pour que nos populations puissent planter et avoir les aliments minimum et que le bois de la déforestation serve à faire bouillir la marmite. Donc nous sommes dans un décalage planétaire sur les problèmes d'environnement parce que la déforestation dans ces pays-là produit également une pollution et entre autres l'incinération et tout ce qui touche à nos produits industriels aujourd'hui chez nous est multiplié par X, ne serait-ce que par les incendies de forêt qui sont provoqués volontairement pour gagner des terres de culture dans ces pays-là, qui produisent des dioxines, qui produisent des furanes et toute une série d'éléments de pollution au moment de la déforestation et des incendies qui sont parfaitement dommageables pour la planète. Donc je crois qu'il faut être très prudent et je crois que c'est véritablement sur les problèmes d'environnement et de développement durable un problème transversal qui, s'il n'y a pas un gendarme du monde en matière d'environnement, nous pourrons faire tout ce que nous voulons localement, ce sera de la poudre aux yeux, ce sera de la tarte à la crème, pas grand-chose d'autre. Monsieur Repentin, après on change de question. Je rejoins Monsieur Hérisson sur le fait que cela se joue aussi à l'échelle planétaire et que sans doute, et quel que soit le gouvernement, l'Europe devra-t-elle jouer un rôle peut-être plus ambitieux, notamment à l'égard des États-Unis, pour le respect d'un certain nombre d'objectifs en matière de protection de la planète. Ceci étant, il faut aussi
parler de développement durable en termes de création d'emplois. On a parlé tout à l'heure des difficultés à créer des emplois dans notre pays. Il faut bien dire à nos concitoyens que quand on les embête, par exemple, pour trier leurs ordures ménagères, avec une poubelle recyclable et une poubelle qui va être brûlée. Quand on leur dit, mettez plutôt des panneaux photovoltaïques ou de chauffage de l'eau solaire sur vos toits, que tout cela derrière crée en France, aujourd'hui, des emplois, qu'il y a des filières industrielles qui se mettent en place, y compris d'ailleurs dans les pays de Savoie, où on a un fabricant de panneaux solaires, et que notre industrie trouvera là des niches d'emplois, et que l'enseignement supérieur, d'ores et déjà, est en train d'intégrer cette dimension. L'École nationale, par exemple, supérieure des arts et métiers, a mis en place un module de formation pour les étudiants qui prennent en compte la conception d'un produit à partir du moment où on sait qu'un jour, il arrivera en fin de vie et qu'on devra recycler. Donc tout ça, c'est aussi des niches d'emploi pour les jeunes de demain. Très bien. Dernière question. Alors, on aurait pu continuer. Le sujet est tellement passionnant et il devrait être dans l'esprit de tous les élus, de tous les candidats en tout cas. Pierre Hérisson, je vous en prie. Alors, doit-on choisir son immigration ? Il nous fera plus que 4 minutes, c'est le temps qui nous reste, mais enfin, je vous demande des réponses. Le programme de l'UMP, vous le connaissez sur ce sujet-là. Oui. Le candidat probable pour aller dans le sens, mais pour rassurer Monsieur Thomas Bré, c'est-à-dire que chez nous, quand il y a plusieurs candidats, on n'exclut pas les autres pour en garder un seul, on les laisse se déterminer normalement, et le 14 janvier, vous connaîtrez officiellement le nom du candidat de l'UMP à l'élection présidentielle. Néanmoins, sur ce problème, l'immigration choisie, je suis parlementaire UMP, je suis pour le programme Sarkozy sur l'immigration choisie, sur la nécessité de mettre de l'ordre et d'avoir un vrai discours et de ne pas louvoyer pendant les campagnes électorales sur ce sujet, de dire comment il doit y avoir une rupture à tout ce que nous avons connu depuis quelques années, même si parfois on nous a demandé dans nos majorités, qu'elles soient centristes ou UDF ou de ce qui représente aujourd'hui un certain nombre de composantes de droite, il y a trop longtemps, et c'est là, sur ce point-là où il y a la rupture, qu'on nous demande de nous excuser de ne pas être de gauche, eh bien nous ne sommes pas de gauche. Et nous avons un véritable programme sur l'immigration choisie qui doit être suivi. Et si Nicolas Sarkozy devient président de la République, que nous gagnons les élections législatives ensuite, je crois que nous pourrons mettre en œuvre ce véritable programme qui doit mettre un terme et qui doit changer et être une rupture complète avec ce que nous avons connu, même si la rupture est tranquille. D'accord. Elle doit être tranquille, mais elle doit être déterminée sur ce sujet. Eh bien, acceptons-en l'augure, mais, chers collègues, il serait temps. Parce que moi, quand j'ai été élu pour la première fois, c'était en 86. J'ai été élu à l'Assemblée nationale. Un certain nombre de vos amis politiques qui avaient la majorité. C'était un gouvernement Chirac qui déjà promettait de faire ce que vous n'aviez pas pu, su, ni voulu faire précédemment. Vos amis politiques ont été élus sur un programme qui s'appelait la plateforme commune RPR-UDF. Absolument. UDF aussi. Comme chaque fois. En 86, oui, en 86. C'est toujours en train de nous faire le passé. Oui, mais je pense que j'espère que les Français n'auront pas la mémoire courte. Vous aviez promis, parce que ce programme était décalqué de celui du Front National à des fins électoralistes 3 semaines avant les élections, vous aviez promis de changer le code de la nationalité. Vous n'en avez pas changé un seul mot. Un seul mot. Alors moi je crois qu'il faut en effet résoudre ce problème très grave. Il faut non pas l'immigration choisie, il faut inverser le courant de l'immigration. Comment ? Il faut établir la préférence nationale, qui est légitime, que pratiquent beaucoup de pays dans le monde. Il est normal que les Français aient une priorité dans les emplois, les logements, les allocations familiales, les allocations sociales de toute nature. Deuxièmement, il faut changer le code de la nationalité pour que la nationalité française s'hérite, si on a des parents français, ou se mérite, mais pas qu'elle soit donnée automatiquement, simplement par la procédure de naturalisation. Il faut des relations, c'est sûr, avec les pays du tiers-monde, et Jean-Marie Le Pen avait des contacts avec le roi du Maroc, avec le président du Gabon, qui comprennent très bien notre politique et qui sont contre l'immigration choisie. Parce que l'immigration choisie, ça aggrave le problème. Qu'est-ce que ça veut dire l'immigration choisie ? Ça veut dire qu'on va sélectionner des immigrés pour ne prendre que des gens qualifiés.
qui sont justement ceux dont les pays d'origine ont besoin pour se développer. Vous allez aggraver leurs problèmes de développement. Par exemple, le président du Gabon a dit à Le Pen, mais moi je vous comprends très bien, d'abord parce que votre programme c'est les Français d'abord, mon programme c'est les Gabonais d'abord. Nous avons aujourd'hui des médecins à qui nous avons donné des bourses, auxquels votre gouvernement français a donné des bourses, qui ont fait des études chez vous et qui, au lieu de revenir au Gabon pour soigner leurs concitoyens, restent en France pour concurrencer les jeunes médecins français. C'est une absurdité qu'il y ait plus de médecins gabonais en France qu'il n'y en a au Gabon. Alors l'immigration choisie, j'ai lu ce qu'a dit Sarkozy. Il a dit par exemple qu'on arrive à la fin, monsieur Golnisch. Pardon, il a dit, je termine. Il a dit par exemple, mais si on fait venir 50 000 informaticiens de l'Inde, ça n'est pas grave parce que en Inde ils sont extrêmement nombreux et aujourd'hui de plus en plus qualifiés, c'est vrai. Mais moi je dis que dans un pays où il y a 5 millions de chômeurs réels comme la France, on doit pouvoir former nos propres informaticiens parmi les jeunes Français. Ça n'empêche pas. Très bien, merci en tout cas messieurs d'avoir participé à cette émission. Non, c'est sûr que après évidemment par rapport au temps, il est difficile de rallonger l'émission. Là, on a déjà dépassé de 2 minutes, ça va pulvériser les temps. Mais à la limite, je peux vous laisser, Monsieur Bray, Monsieur Repentin, je vous demande de faire court un commentaire par rapport à cette dernière question. Je vous écoute, Monsieur Repentin. Oui, arrêtons de fustiger les uns les autres telle ou telle partie de la population. Faisons confiance aux Français. Monsieur Golnisch leur demande de ne pas avoir la mémoire courte. Je pense qu'ils ne l'auront pas. Et en ce qui concerne l'immigration, elle ne peut pas être déconnectée du problème du co-développement avec les pays dont est issue l'immigration. Donc notre pays doit faire plus dans les pays où il y a de l'immigration. Et chez nous, nous devons faire plus pour intégrer ceux qui ont choisi de venir vivre et travailler en France. Les temps de parole ont été respectés, on y a veillé, Monsieur Bray ? Sur la politique en matière d'immigration, je crois que oui, il faut un minimum de fermeté à ce niveau-là, et à la fois, comme l'a dit Monsieur Repentin, une nécessité d'ouverture de dialogue par rapport à ces populations, et notamment de politique en faveur de l'Afrique qui soit orientée différemment pour aider vraiment ces pays. Vous savez, en début de semaine, on a entendu une proposition de Nicolas Sarkozy qui disait il faudrait un ministre de l'immigration. C'est-à-dire de dire on va régler le problème avec un ministre. Non, on va pas le régler comme ça. Ou alors, j'ai une suggestion à faire. Plus que le développement durable. Que le ministre de l'immigration s'appelle Zinedine Zidane, vous voyez ? Un ministre comme ça serait sympa. Alors, il met un coup de boule quand ça va pas. Par contre, il est là pour dialoguer et échanger. Voilà ce qui peut être sympa. C'est une proposition officielle de l'UDF ? Non, pourquoi pas. Encore une fois, l'UDF est ouvert aux autres. Merci d'avoir participé à ce débat. C'était le dernier Grand 8 de la saison. Je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, à très bientôt et en 2007. Bonsoir.